Bonjour. Donc on est là pour parler des extensions navigateurs. C'est écrit en haut. Déjà, petit sondage. Il y en a qui en développent un peu dans la salle? Faire attention à ce qu'on dit. Hein. Ils sont Moi, je peut-être m'appelle plus qualifiés en Adrien. plus. Je suis développeur, tech lead full stack, développeur chez Sphere depuis maintenant 3 ans et demi. Et accessoirement, je fais un petit peu de pub. Je suis organisateur du meet-up Blockchain et Société à Nantes où on vulgarise sur la blockchain et les cryptos. On fait des formats visio et tout, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Meetup et tout. Voilà, si vous êtes intéressé par ça. Et je tousse un peu, c'est pas le Covid, je vous le dis. J'ai fait une petite bronchite et tout, donc voilà. Vous inquiétez pas, c'est pas le Covid. Hop. Et du coup, moi, c'est Anthony Pena, développeur full stack plutôt web chez Sphere. Et moi, je fais pas partie d'Asso. Je laisse ça aux gens qui ont plus de temps et qui s'ennuient le soir et le week-end. Du coup, je propose qu'on commence. Mais avant de parler des WebEx, on va parler de l'histoire des WebEx. Et avant même des WebEx, ce qu'il y avait avant. Parce que bon, les WebEx, ça vient pas de nulle part. Pour moi, les WebEx, ça commence un peu avec les snippets. Donc là, par exemple, les bookmarklets. Donc là, je prends l'exemple de la Gradar. Je ne sais pas si certains connaissent plutôt pas mal. Du coup, c'est un bout de fonction JavaScript qu'on va cacher dans un bookmark. Et quand on en a besoin, on clique dessus et boum, il se déclenche. C'est un peu du hack, mais ça marche. Ensuite, on va avoir des choses comme Firebug, l'ancêtre des DevTools sur Firefox. Il y avait des petites solutions pour planquer des bouts de code, les exécuter à la demande, pour être pratique. Et dans les solutions que j'ai découvert que finalement ils traînent encore, il y a GreaseMonkey, qui était une des solutions qui permettait de mettre des scripts et les exécuter automatiquement au démarrage d'une page ou à la demande, pour être pratique. Alors tout ça c'est pas mal, mais ça a quand même des petits problèmes. Alors c'était cool, c'était plutôt portable. Bon, des fois il fallait un peu tricher, mais c'était assez portable. Par contre la doc, bon c'était un peu YOLO, et les mises à jour, bah, on se débrouillait quoi. C'était pas hyper friendly, disons. Ensuite, on a les extensions. Parce qu'avant les WebEx, on avait les extensions du navigateur. Du coup, je cite 3 exemples assez connus. Xul côté Firefox, ActiveX côté IE, les Chromaps, un peu plus récentes. Euh, bah, là, je pense qu'on voit tous à peu près ce que c'est ces extensions-là. Mais en fait, ça pallie le côté mise à jour parce que c'est géré par le navigateur. Par contre, la portabilité, bah, c'est pas pour rien que je cite 3 navigateurs, 3 technos. C'est que bah, on l'oublie quoi. On recode tout à zéro. C'est un peu nul. Puis la documentation, il y en a un peu, ça dépend. C'est plus ou moins bien documenté, disons. Du coup, c'est là qu'arrivent du coup les web extensions qui arrivent sous forme de standard. Donc que ça aille du thème comme là, le petit thème Batman pour Firefox, ou les extensions un peu plus connues comme les bloqueurs de pub. On peut faire un peu tout avec les web extensions. Du coup, la grosse différence quand même avec les WebExt, c'est que ça doit être issu des Chrome Apps et de tous ces développements-là qu'il y a eu côté Google, ça devient un vrai standard W3C, au même titre que HTML, JavaScript et CSS, qui sont justement les 3 technos avec lesquels on va coder les web extensions. C'est plus des technos bidouillés ou quoi que ce soit, on va avoir des vrais technos classiques, des trucs qu'on connaît bien, juste quelques API supplémentaires, parce qu'on n'est pas habitué à manipuler des DevTools, des trucs comme ça avec nos apps web. Mais du coup, si on fait déjà du web, bah, c'est assez facile d'en faire. C'est totalement documenté. Si on va sur le MDN, donc la documentation Mozilla, on a toute la doc qui est super bien détaillée, super décrite, au même titre que toutes les API JavaScript qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est super propre. Et là, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus propre. On a les mises à jour gérées par le navigateur, comme les extensions. C'est logique, c'est la continuité. On a la documentation, parce que là, il y a eu un vrai effort de fait pour tout spécifier, tout documenter, tout expliciter. Et on retrouve la portabilité, du coup. Vu que ça devient un standard, on a quelque chose qui est uniforme pour tous les browsers. Et on a un champ des possibles du coup qui devient presque infini. En fait, tout ce qu'on peut faire sous forme de page web actuellement avec nos habituels Angular, React, etc. Et même tout ce qui est offert par JavaScript et quasiment tout ce qu'on peut voir dans le navigateur, on peut l'écrire ou le réécrire sous forme de web extension. C'est ça qui est cool. On peut interagir avec le network, on peut interagir avec le DOM pour ajouter, enlever des éléments. On peut faire du native messaging. Du coup, on vous montrera après, mais ça permet de manipuler, de jouer un peu avec l'OS, du coup, et de dépasser notre extension. Les panneaux latéraux, par exemple, si on voit le panneau d'historique qu'on a ou les panneaux de marque-page, ça on peut en faire avec les WebExt. Les menus contextuels, du coup, pour le clic droit. Les DevTools pour ajouter des nouveaux panneaux, ça c'est des choses qu'on est habitué à voir. On peut avoir des préférences du coup pour nos WebExt qui sont vraiment gérées par le navigateur. En fait, on peut faire un peu tout. Ce que je disais, en fait, tout ce qu'on peut voir sur le navigateur, on peut le refaire ou le faire sous forme de WebExt, en fait.
La limite, en fait, c'est notre imagination. Je prends quelques exemples d'extensions, parce que des fois, on n'a pas trop d'idées de ce qui se passe, mais les autres ont des idées. Des choses très connues comme les bloqueurs de pub pour filtrer le contenu. Mais moi, j'aime bien citer Decentralize, du coup, le petit œil fermé, qui va intercepter les requêtes vers des CDN pour servir les JS et CSS depuis l'extension. Du coup, on évite des call réseau, on gagne un peu de temps. Bon, il y a un petit côté vie privée aussi, mais bon, en termes de use case, c'est plutôt intéressant. On peut étendre le navigateur. Je prends l'exemple de Dark Reader qui va nous permettre d'ajouter, de fabriquer un thème dark sur des sites qu'il ne propose pas. On peut étendre les sites avec toute une palanquée d'outils sur des fois proposés par les sites eux-mêmes comme LinkedIn. Mais moi j'aime bien le Octotree qui est l'extension du milieu qui va rajouter un petit panneau sur la droite de GitHub et qui permet d'explorer directement le repo en mode hiérarchique et du coup on n'a pas besoin de changer de page à chaque fois qu'on oublie. Petite extension pratique. Les corrections d'orthographe, ça on connaît bien. Interaction avec l'OS. Donc là il y a les gestionnaires de mots de passe, je ne rentre pas dans le détail, tout le monde voit c'est quoi. Moi, j'aime bien le premier exemple du coup GNOME. Moi, je suis utilisateur Linux et du coup, pour étendre mon GNOME Shell, je peux aller sur le site des extensions, je mets la WebEx sur mon navigateur et j'ai juste un petit slider et automatiquement, il me propose de l'installer. Comme on ferait avec Android sur une app, bah là, je l'ai directement avec mon OS via mon navigateur. C'est assez transparent, c'est cool. Les outils dev, bon, je détaille pas trop. Je pense que tout le monde connaît ça, tout ce qui est Redux, React, Angular, DevTools. J'aime bien le dernier quand même. JSON formateur, c'est un truc qui me manque sous Chrome en général. Si on ouvre une page avec un JSON, bah là du coup on va pas juste l'avoir en RAW, on va avoir moyen de naviguer dans le JSON hiérarchiquement, etc. C'est assez pratique. On va pouvoir ajouter des nouveaux clients. Là je pense que ça parle pas à grand monde, mais Restid, c'est une petite WebEx qui permet d'avoir un pseudo postman directement sous forme de WebEx. Ça évite de sortir l'artillerie lourde pour certains trucs. Je fais une petite mention spéciale à cette petite extension qui est plutôt pas mal, qui est faite par Google pour le coup. Alors, outre le fait qu'elle est sympa, Form Troubleshooter permet d'un peu donner des guidelines et d'aider à faire des bons formulaires bien accessibles, bien faits, etc. J'ai mis le petit screenshot à droite qui est une section du README et en fait ils décrivent point par point comment fonctionne la web extension, fichier par fichier, élément par élément. Du coup, c'est un bon point de départ si vous n'avez jamais fait de WebEx pour voir comment on fait. C'est un collègue qui m'a partagé ça récemment. Très bon point. Et du coup, je te laisse prendre la suite. Merci Anthony. On va rentrer dans le dur. Comment ça marche une WebEx? Déjà, comme l'a dit Anthony, c'est du W3C, donc en fait, ça reste du web. Donc une WebEx, c'est de l'HTML, du JavaScript et du CSS. Donc ça ne change pas de nos habitudes. En général, c'est des devs front qui font beaucoup de dev sur le browser. Du coup, ils ne sont pas perdus sur les technos. Alors, en fait, il y a une première chose déjà, il faut décrire notre WebEx. Donc en fait, on va faire un manifeste. Et on va mettre quelques petites clés que j'ai mis qui sont un peu la base, quoi. Donc la version du manifeste, je vais en parler après. C'est un peu ce qui va permettre au navigateur de valider le schéma, en fait, que notre JSON est bon. Le nom qui va apparaître dans la gestion des extensions. Et la version, ça c'est pour vous, c'est votre versionning pour le mettre à jour, etc. Donc là, attends, je vais me mettre là, je vois pas. Vas-y. Attends, vas-y. Si tu veux. Oui. T'es plus dans le champ. Désolé, parce que je vois pas du tout. Donc voilà, je reprends. Donc on a vu tout à l'heure la manifeste version. Et en fait là on voit que la version 2, c'est celle qui est supportée par tous les navigateurs. Et en fait la version 3, il y a un petit flag expérimental à côté. Donc pour l'instant, elle est au stade expérimental parce que tous les navigateurs ne l'ont pas implémenté. Il y a encore des specs qui ne sont pas toutes faites. Et ce qui est important de voir, c'est que si vous vous lancez dans le dev des extensions, et en fait Chrome supporte déjà la version 3 et ne supporte déjà plus la version 2. Donc en fait, vous ne pouvez plus, si vous faites des extensions pour mettre sur le store en public, vous ne pouvez plus faire en V2. Ils n'acceptent plus des nouvelles extensions en V2. Ils acceptent des mises à jour encore, mais depuis le début de l'année, ils n'acceptent plus des nouvelles extensions en V2, il faut faire en V3. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont arrêté les Chrome Apps dont tu parlais. C'est définitivement arrêté. Donc, comme l'a dit Anthony, il y a des champs des possibles quasiment infinis, mais il faut quand même déclarer des permissions. Donc là, j'ai décliné ce qu'on appelle les permissions qu'on déclare à l'installation. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'utilisateur, c'est autre chose. On va pouvoir dire les permissions qu'on a. Alors, le web request, ça permet d'intercepter les flux réseau. Et en fait,
C'est très important parce que si vous ne mettez pas la permission, vous n'avez pas l'objet du tout dans votre contexte JavaScript. Donc vous n'aurez pas, on va montrer après comment on fait, mais l'objet web request. Donc il sera undefined. Donc c'est pour ça que la permission permet de rajouter ça au run. Et après on voit, ça se découpe en deux choses, mais les URL, c'est les patterns d'URL. Les patterns d'URL, en fait, ils vont indiquer sur quel site l'extension se déclenche. Donc si vous voulez cibler des sites particuliers, je sais pas, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, Octotree qui voilà, cible par exemple, github.com directement. ou ceux qui étendent les sites comme GitHub, etc. Donc là, il faut déclarer explicitement github.com, et puis là, votre extension va ne s'exécuter que sur ce site-là. C'est important. Et sinon, si vous mettez rien, ça ne s'exécute pas. Donc il vous faut absolument un pattern. Et là, on voit, excusez-moi, on voit qu'en V3, Chrome a déplacé, en fait, en V2, on mettait tout dans permission, c'était le bazar, les permissions, les URL, etc. Et là, en fait, Chrome, en manifeste version 3, que Chrome implémente, on a déplacé en fait les permissions d'exécution sur host permission. Ça rajoute juste de la sémantique, au moins c'est plus clair quand on lit notre manifeste. Et après, il y a d'autres permissions qu'on déclare optionnelles et qu'on peut demander au runtime. Ceux qui font un peu de dev Android, c'est un peu ce qui se passe sur Android. On vous demande votre permission, est-ce que vous voulez accéder à telle et telle chose. Donc là, j'ai mis tabs. C'est une API pour accéder à tous les onglets, etc., faire des recherches. Et il y a des outils, d'ailleurs, des extensions qui permettent de manager vos onglets, etc. Et après, comment on demande les permissions? Donc là, c'est en Chrome V2. Je l'ai pas mis, c'est une erreur. C'est en Chrome V2. Là, c'est un callback. Donc on demande la permission et après, ça retourne rien et on a un callback en second paramètre. Et sur Firefox, c'est une promesse. C'est une différence entre V2 et V3. Pardon, c'est une différence sur V2 entre Chrome et le reste du monde. C'est que Chrome, par exemple, on a Chrome.permission, donc il y a l'objet de base qui est dans votre contexte. Et quand vous êtes sur Firefox et les autres, c'est Safari, etc., c'est browser. Donc là, j'ai mis un petit alerte polyfill. On va vous donner une petite astuce après, c'est pas très long, mais c'est juste la différence qu'on a. Après, les API derrière restent sensiblement les mêmes, sauf que là, c'est de la promesse, par exemple. Après, c'est important, autre chose qui est important, c'est le cycle de vie. C'est quelque chose qu'on regarde tous quand on fait des outils, c'est à quel moment ça se déclenche, à quel moment ça s'arrête, sur quel événement, etc. Donc en fait, l'extension, pareil, elle a un cycle de vie, et suivant ce que vous faites avec. Là, j'ai pris l'exemple d'un script qui tourne en arrière-plan. En arrière-plan, il peut être packagé. Alors, en V3, c'est un service worker, en V2, c'est juste un script qui est lancé par le browser. Donc là, le script, il ne sera exécuté, au sens toutes les instructions, qu'une seule fois, au lancement du browser ou à l'installation de vos tables. Et par contre, après, tout ce que vous déclarez en event listener, etc., c'est gardé, bien entendu. Mais par contre, toutes les instructions que vous avez jouées, elles ne vont plus être jouées. Elles vont être jouées que si l'utilisateur relance son browser ou désinstalle, réinstalle l'application, etc. Ou si vous êtes en mode développeur et que vous rafraîchissez votre extension, là, ça va être rejoué. C'est important parce qu'on ne fait pas les mêmes choses dedans qu'on peut faire ailleurs. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Pardon. Autre cycle de vie qu'on peut retrouver sur une extension. Donc là, j'ai mis des extraits du manifeste tout le temps, mais ça veut dire que votre manifeste peut faire une bonne taille, mais c'est pas grave, c'est fait qu'une fois et c'est important. Et en fait, là, on peut voir un content script. Ce qu'on appelle un content script, c'est le cycle de vie de ces JavaScript. Ils sont liés à celui de la page web. J'ouvre un nouvel onglet, je vais sur google.com, sur mozilla.org, du coup, par rapport à l'exemple. Et là, mon extension, elle déclenche un script. Pareil, le script, il est joué une seule fois, mais cette fois-ci, lié à la page web. Si j'ouvre plusieurs onglets mozilla.org, on aura plusieurs exécutions de ce content script. Toujours pareil, le script s'exécute, mais tous les listeners que vous avez déclarés, ils restent actifs, tant que la page est encore ouverte. Si vous faites un refresh du browser, de la page web, c'est pareil, vous perdez votre contexte, et, en fait, et vous repartez de zéro. Il y a des petits cycles de vie en dessous, mais c'est optionnel. Pardon, des petits hooks du cycle de vie en dessous, mais c'est optionnel. Et un dernier exemple, les DevTools, où là, suivant Chrome ou Firefox, mais globalement, c'est quand vous ouvrez vos DevTools que votre fichier HTML est chargé. Donc là, tant que les DevTools ne sont pas ouverts, c'est important, du coup, parce que si vous avez des traitements à faire, eh ben, il faut les faire au bon moment. Et tant que les DevTools ne sont pas ouverts, c'est pas exécuté. Alors après, ça tire du coup des concepts des navigateurs, qui sont comment sont isolés chaque onglet, et après, qu'est-ce qui tourne en arrière-plan ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle en web du sandbox. C'est-à-dire que chaque onglet est sandboxé. Donc on voit là-haut mes trois onglets. Et en fait, en dessous ici, on voit les content scripts
qui sont, j'ai mis instance 1, 2, 3, dans le sens où si vous initialisez des choses, ça sera chaque instance séparée. Et en fait, vous pouvez communiquer avec votre page web, on va voir ça après. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'environnement JavaScript qui est chargé, dans le Google, par exemple dans google.com, là, il est accessible en lecture par le script de l'extension Content Script. C'est important, hyper important, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas tout faire non plus en termes de c'est isolé, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit sandboxed, c'est-à-dire qu'il y a un contexte JavaScript qui est initialisé et qui est propre à cette instance. Donc si vous voulez communiquer entre les deux, il y a des méthodes que les API des web extensions proposent, qui sont les mêmes entre tous les browsers. Et donc ça permet d'interagir. Quelques petits tips. Vous pouvez accéder au DOM du Content Script, c'est l'objectif d'ailleurs, de pouvoir manipuler le DOM. Vous pouvez enlever des enfants, créer des enfants, etc. Vous pouvez vraiment manipuler le DOM, ce que fait Adblock Plus par exemple, où il supprime des encarts de pub, il bloque des flux réseau, etc. Donc ça c'est du... Alors les flux réseau, c'est pas du Content Script, du coup c'est autre chose, on va le voir tout à l'heure. Mais tout ce qui est l'affichage, c'est du Content Script. Donc c'est le rôle du Content Script, c'est vraiment, comme le dit le Content, de pouvoir modifier le contenu à la volée. Et deuxième chose, vous ne pouvez pas, comme je disais, modifier la structure du JS de l'onglet où il y a la page web d'afficher. C'est-à-dire que si vous voulez réécrire le console.log et faire autre chose, intercepter les logs, etc., vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il est isolé. Le console.log, quand vous ouvrez vos DevTools et tout, vous avez une console qui regroupe tous les logs, et vous avez une console par sandbox. Donc il y a une console JavaScript pour la page web, une pour l'extension 1, extension 2, etc., etc. Donc pour toutes vos extensions. Et à chaque fois différentes pour chaque onglet ouvert. Donc c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Après, on peut rajouter du coup le script de background. Donc c'est celui-là qu'on voyait tout à l'heure qui est lié au cycle de vie du browser et de l'installation des installations de l'extension. Donc lui, pour le coup, c'est un singleton. Donc c'est un seul. Si vous déclarez un écouteur, il est appelé qu'une seule fois du coup. Si vous faites 3 fois dans vos extensions, c'est appelé à chaque fois c'est appelé 3 fois du coup. Mais au même endroit. Le même principe, il s'exécute. Si vous laissez traîner des choses, c'est perdu. Donc par contre, tous les listeners qui sont activés, eux, ils restent actifs. Et en fait, là j'ai oublié une flèche. D'ailleurs, j'ai oublié une flèche. On peut interagir depuis les pages web vers le script de background. On va le voir juste après, mais pas dans l'autre sens. Ce qui est logique. Et après, alors, je fais un schéma, il est un peu touffu celui-là, on va y aller tranquillement. Alors, on va partir de la page web. Imaginons que vous maîtrisez votre page web. Là, on prend l'exemple de où vous maîtrisez votre page web, du coup. Vous pouvez envoyer un message à votre script de background. Il faut pour cela passer l'identifiant de l'extension. Donc si vous voulez, vous pouvez envoyer un message à Adblock Plus, s'il a un écouteur. Ça va marcher. Et après, côté background.js, donc c'est la partie à droite, j'ai mis à partir de runtime, parce qu'avant c'est soit browser, soit Chrome, comme on a vu, un petit polyfill et puis c'est réglé. Et en fait, sur le onMessageExternal, c'est-à-dire c'est tout ce qui arrive de l'extérieur. Donc même les autres extensions peuvent aussi l'appeler. Si vous connaissez l'ID de l'extension. Et vous passez vos datas, donc c'est un JSON ou une string, comme vous voulez. Après, on peut aussi interagir avec le content script, si vous avez besoin de faire des choses, avec l'interface post-message, c'est la même dans les deux sens. Et pareil, add event listener. Donc là, on voit en fait, à gauche, ça partage, on a l'impression que ça partage la même window en fait, alors que c'est pas le cas. Mais c'est des points d'entrée qui communiquent entre eux. Le browser fait la glue entre tout ça. Et après, pareil, le content script peut aussi interagir avec le background par une autre API qui s'appelle runtime.sendMessage. Et cette fois-ci, il n'y a pas besoin de passer l'ID de l'extension, puisque vous êtes déjà dans votre extension. Et puis après, sur le background du .js, c'est une autre interface, c'est onMessage, pour récupérer ces événements. Et après, depuis le background, vous pouvez renvoyer des messages vers le content script. Mais pour cela, comme on a vu tout à l'heure, juste avant, on a un contexte par content script. Ça veut dire que vous devez cibler votre content script. Donc en fait, vous passez l'ID technique de l'onglet. Et donc pour ça, il vous faut la permission tabs. Sinon, vous n'avez pas l'objet browser ou chrome.tabs. Et donc là, et le tab ID, vous pouvez le récupérer soit comme vous avez été appelé, il y a le sender. Donc dans le callback, vous pouvez avoir l'ID de l'onglet. Soit vous recherchez votre onglet par URL ou un truc comme ça. Mais vous pouvez retrouver facilement le tab ID. Pardon. Mais si votre content script a besoin de quelque chose et qu'il a besoin d'une réponse, il y a un système de réponse synchrone ou asynchrone. Ça se communique très facilement l'un avec l'autre. Alors maintenant, comment on installe et on déploie ça ? Du coup,
là, on est en mode dev. En haut à droite, on active le petit mode développeur. Là, c'est Chrome, mais sur Firefox, c'est sensiblement la même chose. Et vous avez un bouton Load Unpacked. Ça vous permet de charger une extension depuis le disque. Donc du coup, bah, sur un projet, si vous avez fait une petite extension sympa et tout, vous pouvez la partager à vos collègues développeurs, un GitHub, et puis vous synchronisez depuis le GitHub et un petit refresh, un pull et un refresh. Ça se fait très bien. Le navigateur, il gère très bien les refreshs de extensions et tout. Petite utilité, si vous rafraîchissez votre extension, il faut rafraîchir votre page web aussi, parce que ça casse le lien entre les deux. Donc là, on voit par exemple, on voit que j'ai un Spec Views Background Page. Donc là, en fait, vous pouvez charger un DevTools qui va se plugger sur le background.js. C'est d'ici que vous le faites. C'est plus facile d'ici. Ça va permettre de voir la console, etc. Sinon, vous ne voyez rien, en fait. Si dans votre console de page web, vous voyez uniquement les logs du content script et de la page web, mais pas du tout le background. Il est vraiment isolé dans son coin. Et pareil, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, il est sandboxé lui aussi, il a son contexte à lui aussi. Et après, comment on déploie, par exemple, alors là, j'ai parlé en dev, maintenant en entreprise. Pardon. Donc là, bon, rien de sorcier. S'il y a des admins dans la salle, soit vous faites une stratégie de groupe sur Windows et vous déposez des fichiers dans un répertoire particulier, et le browser, quand il va se lancer, il va charger les extensions de ce répertoire. On peut très bien le faire facilement, j'ai déjà fait chez un client. Sinon, si c'est Linux, bah pareil, hein, des scripts dans les hooks de démarrage de session, bah, vous déposez des scripts, etc. Vous allez les fetcher sur le réseau, enfin sur FTP, sur un Artifactory, vous faites ce que vous voulez. Ça reste un bundle comme un autre. Et après, il y a aussi l'installation grand public, donc sur le store. Là, j'ai cité 3 parmi d'autres, mais on a le Chrome Web Store, les add-ons Firefox. Donc eux, ils disent add-on. Bon. Et Safari Extension. Voilà. Donc, alors on n'est pas allé jusque-là, mais j'imagine que c'est comme toute publication sur un store, il doit y avoir des clés, il doit y avoir des choses pour s'identifier, etc., etc. Mais bon, la compatibilité dans tout ça. Comment c'est compatible? Est-ce que la promesse de départ, comme on a dit avec Anthony, c'est que vous codez une fois et vous déployez X fois. Après, sur la doc, là c'est un extrait du MDM, à la fin des slides il y a tous les liens. C'est hyper bien fait. Franchement, c'est vraiment cool. Si vous avez besoin d'une clé, un truc, alors je regarde en quelle version c'est, etc. On a une grosse grille, là j'ai partagé 1% de la grille, ça fait 3 km. Et donc là, c'est les compatibilités de toutes les clés du manifeste. Donc là, par exemple, on voit, bah, author, il est partout, background, il est partout. Pardon. Et après, il y a les sous-clés, etc., etc. Donc ça, c'est hyper bien, vous pouvez voir facilement, si jamais il y a une clé que vous voulez, elle ne marche pas sur ce browser-là, bah, comment je fais? Et après, quelques petites subtilités. Pardon. En Chrome V2, je vais boire un petit coup. Merci. Intermède liquide. Alors, Safari, c'est magique, ça fait les deux. J'ai trouvé ça incroyable d'ailleurs qu'il s'amuse à implémenter les deux dans une version du manifeste. Là, c'est plutôt en manifeste V2. On va voir que sur Chrome, le namespace, c'est Chrome. Et sur Firefox Safari Browser, mais aussi sur Safari, c'est Chrome. C'est quand même incroyable. Et bah là, par exemple, sur les anciennes API V2, côté Chrome, c'était plutôt en mode callback. Donc c'est du vieux web, quoi, on va dire. Et maintenant, avec A5 E8, on a des promesses, etc. Et c'est beaucoup plus facile à coder. Et on gère mieux la synchronisme qu'avec des callbacks, quand même. Mine de rien. On peut déstructurer les résultats, etc., etc. Et donc, comment on gère après ce browser, ce machin, ce truc? Bah, vous allez sur GitHub et il y a un monsieur qui est gentil pour vous, ou une dame, qui l'a fait pour vous. Donc, vous injectez vos browsers polyfill, là, qu'on a forcément, du coup, comme on a vu tout à l'heure, vu que ces polyfills-là vont toucher à la structure du JavaScript, donc forcément, il en faut un pour le content et un pour le background, sandboxé. Donc, c'est important de le déclarer dans les deux, et ça le fait pour vous. Et après, comment on build ça? Bah, c'est juste un zip, quoi. Donc Jenkins, GitHub CI, c'est le problème on a vu que le problème de portabilité, bah, on le règle par des polyfills. Comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui faisaient du code sur IO6, des petits polyfills. En CSS, en tout, c'était immonde. Ils sont trop jeunes dans la salle pour comprendre. Et en fait, bah là c'est pareil, vous utilisez des librairies pour vous aider, et puis après pour builder, bah, un petit job simple, on met sur un repository, et puis bah, il n'y a pas de problème. Et pareil, s'il y a des clés qui changent entre les browsers, bah, il y a des outils qui permettent de facilement migrer vos manifestes d'un browser à l'autre, etc., passer en V3, etc. C'est hyper simple à faire. Et sur mobile aussi, c'est important de le dire.
Firefox le fait, Safari le fait, Chrome, Brave, Edge, non. Petite astuce, si vous voulez absolument une extension qui vous plaît absolument sur Chrome et que vous voulez sur votre mobile, il y a Kiwi qu'on a trouvé. Alors je ne sais pas dans quel état c'est ce projet, mais en tout cas ça existe. Ils se sont amusés à refaire ils sont partis de Chromium et ils ont mis une couche avec les extensions par-dessus. Donc voilà, si vous avez une extension que vous voulez absolument utiliser, vous pouvez avec Kiwi. Alors, pour... Je suis trop pressé. Comment? Je suis trop pressé, non? Non, c'est moi, quoi. Oui, non, mais oui. Il reste que 15 minutes? Oui. Hein? Oui, non, vas-y. tout à l'heure, ça a démarré à 5 minutes, c'est pour ça que je... Non, vas-y, Okay. enchaîne. Du coup, quand vous voulez démarrer votre extension, c'est soit vous partez d'un starter. Alors, on a trouvé ça Vitesse WebExt. Donc, c'est un starter complet qui initialise un repo, qui initialise les outils, etc. pour faire les extensions. Soit vous le faites à la mano. Et avec Anthony, on a pris le choix de partir sur Vite pour construire notre appli, notre extension, notre front. Et partir sur du React, TypeScript et compagnie. Ça reste du JavaScript. Donc, vous mettez votre TypeScript, et puis ça compile en JS, et puis ça marche. Voilà. Comme une application web classique. Ouais, on est vraiment parti d'une app complètement standard. On s'est pas pris la tête. Hein. Et donc, pour la démo que Anthony va vous présenter dans peu de temps, si tu veux. Je peux te remettre là, si tu veux. Ouais, vas-y. Alors, on a fait une appli bateau. En fait, c'est un front qui fait rien, à part envoyer des logs tous les intervalles, certains intervalles, sur une API. Donc une API de log métier, par exemple. Une API de log, ça pourrait être une API d'autre chose. On a fait une extension qui intercepte ça pour les loguer. Donc on a mis un background, du coup. Et après, on a rajouté une WebExt dans les DevTools pour les afficher plus proprement que le network, etc. Et après, on a été jusqu'à pousser ces logs-là dans un fichier texte sur la machine. Donc vous avez votre browser, votre front, l'extension qui capture les logs avec WebRequest, et ici qui les affiche proprement, et après qui les pousse via du native messaging, c'est ce qu'il a parlé tout à l'heure Anthony, dans un fichier texte sur le disque. Et du coup, on va passer sur le code en lui-même. Alors avant de partir du background, on va partir du manifeste. Donc, on vous montre quand même, parce qu'on a vraiment fait les manifestes, on a vraiment fait l'exercice jusqu'au bout. Du coup, là, on l'a en V2 à gauche pour Firefox, et à droite, on a la V3 du coup, qui fonctionne que sur Chrome pour l'instant. Donc on voit que c'est vraiment la même chose, on retrouve les mêmes clés, à peu près les mêmes choses. Il y a des petits changements de nom. Donc, comme on disait, là, il y a le background script qui devient background service worker. Oh, ça va, on s'en sort bien. Il y a une petite section un peu exclusive pour Firefox, pour la partie native messaging en particulier. Et sinon, sur les permissions, on retrouve la même chose, juste que côté V3, c'est splitté en deux. Donc vraiment... sémantique ici, là. Un peu plus de sémantique là. Voilà. Hop, on va passer aux vraies parties intéressantes. Du coup là, le background script. Donc nous, on a été jusqu'à fond du à la mano, on a fait le polyfill à la main. Donc voilà, le polyfill il fait 4 lignes. Bon, ça va. L'idée c'est juste de pouvoir alterner entre browser et Chrome en fonction de ce qu'on trouve comme info de dispo. Je passe assez vite, c'est pas le plus intéressant. Du coup, notre appli, comme disait Adrien, du coup, il y a de l'écoute de requêtes pour l'interception et du native messaging. Donc, on a la création de la partie native messaging. Donc, on va prendre l'ID de notre application, qui correspond au nom qu'on a mis dans le manifeste de l'autre côté. On a notre connecteur, du coup, pour la native app, et ensuite, on peut mettre un listener pour pouvoir échanger dans les deux sens. Là, on a la partie listener, pour l'interception de requêtes. Donc, dans le cas de l'extension qu'on voulait faire, on est obligé d'en avoir deux, parce que en fonction des états de la requête, du coup sur web request, du coup que j'aurais pas de dispo, comme disait Adrien, si j'avais pas mis les permissions, on n'a pas toujours les mêmes infos. Donc par exemple, before, vu que la requête n'est pas envoyée, bah, on n'a pas accès au résultat de la requête, c'est logique. Voilà. Petite subtilité, du coup dans la réponse, au moment du complete, on a accès au résultat, mais on n'a plus accès au body. Donc moi je voulais le body, donc on avait besoin des deux. D'où la petite gruche qu'on aura après avec un tampon ici qui se traîne. Et du coup on a nos deux handlers,
Donc ça, c'est des callbacks assez classiques de ce qu'on est habitué. On récupère la requête, on décode le body, je mets dans le tampon. Ici, dans le complete, c'est la même logique. J'intercepte la requête. Et là, on va voir les choses intéressantes. Donc à la ligne 45, là, on a du coup le send message. Du coup, là, qui va envoyer le message depuis le background jusqu'à notre DevTools, du coup, notre DevTools. Je vous le montre ça juste après, ne vous inquiétez pas. Et là, on pousse vers un script Python qui est en attente là sur le browser dès que je l'aurai installé. Puis là, j'enlève du tampon, pas très intéressant. Je vous montre quand même la partie DevTools. Du coup, la partie DevTools, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a le devtools.html. Donc, tout ce qu'il fait chez nous, c'est charger un script JS. Ce script JS va venir déclarer qu'on veut un DevTools. Donc, on va y donner le nom. Donc, c'est le nom qui va apparaître en haut de la petite table dans les DevTools. L'icône SVG, donc c'est le petit icône qu'on va voir. Et le index HTML qui correspond, là, littéralement, c'est le index HTML qui est dans le dist de l'appli que j'ai buildé. Et c'est une appli React classique. Hein. Vraiment, j'ai pas cherché très loin quand j'ai codé ce truc-là. Et ça marche très bien. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, du coup, je vais démarrer. Et on va vous le prouver. Oui. Donc là, je démarre la petite app démo. Et je vais démarrer un ensemble de toolings pour Firefox. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le P. Là, ça va démarrer un browser. Ça va automatiquement vous mettre sur la page qu'on a déclarée à gauche. Voilà. Automatiquement installer la WebEx, pardon, et automatiquement, ça en fait des choses automatiques, automatiquement lancer les DevTools. Voilà. C'est super pratique. Voilà, du coup, là, on le voit. Je fais la démo sur Firefox. On a les scripts pour Chrome. Hein. Pour gagner du temps, on va montrer que Firefox. Donc là, on voit il est piloté. Il est piloté par le script. Et en fait, on a du hot reload sur la WebEx. Donc là, si je code dans la WebEx, je fais save, ça recharge automatiquement. C'est vachement pratique. Je mets ça à droite parce que moi, j'aime pas en bas et je comprends rien sinon. Donc là, on voit sur notre appli que... Ah oui. Merci. Je les avais. C'est ça qu'il ne fait pas, vu que c'est un profil particulier. Du coup, on voit nos requêtes qui partent à rythme régulier. Je vous le montre. Rien d'exceptionnel. On a un JSON qui part. Pas très intéressant dans le fond. Et là, on a notre petite extension, du coup, avec notre bonhomme à lunettes. Et là, on va voir les logs qui arrivent de la même façon. Donc là, on a tout le schéma qui se fait. Donc l'appli qu'on voit là avec les personnages Lego, elle push des requêtes sur l'API log. Et on a toute notre WebEx qui vient intercepter et les afficher ici. Et du coup, là, je peux afficher. Voilà. Donc on peut imaginer des trucs très avancés. On pourrait manipuler le JSON, etc. Donc là, le cycle de vie qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, on a vu que ça commençait à loguer dans le network. Et là, ça a commencé à afficher là, une fois qu'on a affiché les DevTools et le bouton. Alors là, sur Firefox, c'est le bouton. Sur Chrome, j'avais remarqué que c'était plutôt les DevTools. Là, sur Chrome, on a vu tout à l'heure, sur Firefox, c'était le bouton. Oui. Et le script que tu as montré après. Oui, et là, du coup, il y a un deuxième. Celui-là, c'est lié au background. Donc ça s'est lancé au moment de l'installation. Et du coup, là, on va voir, en fait. C'est un fichier. Ouais. Là, on a un fichier texte qui est dans le même dossier, parce que je n'ai pas cherché très loin. On n'a pas cherché très loin quand on l'a codé, mais là, c'est les mêmes logs qui apparaissent dans le fichier. Et du coup, je passe le détail, mais c'est juste un script Python de 40 lignes qui fait ça. Et il lit l'entrée-sortie pour que ça marche. Et on retrouve, du coup, un manifeste pour chaque, et le démolog que je montrais tout à l'heure dans le background, où il y avait un nom un peu magique. En fait, c'est pas un nom magique, c'est celui-là. Et le script Python est lancé, du coup, dans le cycle de vie du browser, au démarrage du browser. Ça lance un sous-process. Vous pouvez voir dans vos process un sous-process du browser avec le script qui est lancé. Et le script, c'est juste une boucle infinie qui écoute. Et après, du coup, quand on recharge, le petit bouton reload pour recharger, ça relance le script aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on a fait la démo en Python. Je le précise, on peut le faire dans n'importe quel langage. Ça fonctionne sur l'entrée-sortie standard. Donc, s'il y a un langage, c'est gérer l'entrée-sortie standard, ça marche. Et en fait, sur Windows, j'ai vu plutôt qu'il lançait un bat, qu'il lançait un autre script derrière, en fait. Ouais, souvent, c'est plus pratique. Mais voilà. L'idée en termes de démo, voilà, c'est pas très compliqué. Et du coup, le futur, parce que c'est bien, on parle de maintenant, mais on fait une belle démo, mais ça donne quoi dans la pratique, niveau communauté, tout ça? C'est une communauté qui grandit. En fait, il y a eu une petite crainte au moment du passage au WebEx côté Firefox, etc. Mais là, vraiment, la communauté a pris, le standard est admis par tout le monde. Et on a de plus en plus de tutos, d'articles qui traînent un peu partout, même des confs. On est bien placé pour le savoir. Il y en avait 3 d'ailleurs. Et on a 2 collègues qui ont fait des confs sur les 2 derniers jours. Donc je pense qu'on peut dire que ça vit bien en ce moment. Moi, j'ai aussi vu que c'est assez vivant dans les forums, en particulier sur le forum Mozilla,
ou même il y a les devs de Mozilla qui bossent sur les WebEx qui viennent répondre pour dire ah ouais c'est normal ça marche pas parce qu'il y a tel truc qui se passe. Voilà. Donc ils sont vraiment présents, faut pas s'inquiéter. Et du coup on parlait du manifeste V3, la compatibilité Chrome Only, etc. Alors c'est un faux problème, ils sont en train d'uniformiser. La spec est pas sèche au sens, il n'y a pas le dernier tampon W3C, mais ils sont tous d'accord au niveau de la spec. C'est juste qu'ils attendent de valider pour être sûr à 100%. Et il y a des posts de côté Mozilla qui disent on attend juste qu'il y ait le dernier coup de tampon, on est parti. Du coup, voilà, ça va pas mettre de temps, c'est vraiment une question de temps. Et de toute façon, on l'a montré, hein, le code, nous, on a pu valider qu'il fonctionne en V2 et V3, là, le code qu'on a fait, c'est juste une question de manifeste. Donc en fait, pour le builder, il suffit de permuter les fichiers, on n'en parle plus. Donc c'est cadeau. Hein. Et du coup, petite conclusion. Et du coup, Adrien, toi, t'en penses quoi, toi, des WebEx? En fait, moi, si je devais en faire, je pense que je pousserais plutôt ça chez les clients. Parce qu'en fait, finalement, il y a sur le store, il y en a une palanquée. Il y a forcément quelque chose qui répond à votre besoin. Puis il y a une loi qui dit que quand vous avez une idée, quelqu'un l'a eu avant vous. Donc en fait, elle est forcément sur le store. Ou alors elle est sur GitHub, ou même elle peut être sur GitHub. Et pas forcément. Là, t'as regardé un petit peu ce qu'il y avait d'installé sur le store. Oui. Mais ça compte pas les gens qui l'ont sur GitHub, parce qu'on a vu qu'on pouvait l'installer depuis votre local. Et ça compte pas non plus ceux qui le font en entreprise. Donc en fait, c'est très difficile de voir tout l'écosystème. Pas comme on peut voir pour NPM, on voit les modules, etc. C'est plus simple. Et moi, je pense que ouais, pour un client, je vois une petite idée comme ça. Et on a des IoT qui lancent des Chrome comme ça chez des clients dans un endroit, etc. Et des fois, ils perdent le réseau, et sauf qu'on a zéro log. Donc en fait, on pourrait imaginer sur ces IoT qui lancent des Chrome kiosqués, avoir une extension qui s'installe, et ça pousse des logs en fichier. Et comme ça, on ne perd pas les logs de la console. Parce que le problème de la web app qui est lancée en kiosque, c'est que vous perdez tous les logs de la console. Donc vous ne voyez pas les bugs en prod, etc. Et c'est pour l'avoir vu, bah en fait, quand vous réalisez un bug de prod sans log, bah, vous êtes un peu à poil, clairement. Donc en fait, je pense que ça peut être une bonne solution en fait pour pousser des logs en fichier. Et après, une fois que l'IoT récupère le réseau, etc., bah, vous utilisez SSH et vous récupérez vos logs et vous voyez tous vos logs et tout. Et comme vous bossez en mode info de gestion, donc vous avez la maîtrise de tout en fait. Vous avez la maîtrise du post utilisateur, vous avez la maîtrise du front de la web app que vous codez, vous avez la maîtrise du déploiement, etc. On n'est pas du tout sur une problématique grand public où là, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas dire aux gens, alors installe un script Python là, machin. Non, c'est impossible. Moi, je pense que le native messaging qu'on a montré, moi, je pense que ça s'applique plutôt un Ouais. cadre pro. Ou sur des cas particuliers comme les gestionnaires de mots de Comme passe, tu as ou comme fait, ça, ouais, ouais. ouais. Et Et toi, t'en penses quoi du coup? bah, moi je trouve ça cool aussi, parce que typiquement sur une mission précédente, j'ai un des collègues qui avait fait une WebEx parce qu'on, clairement, faut se dire, on était un peu feignant, on avait la flemme d'aller voir l'outil de monitoring à rythme régulier, et on avait une WebEx qui du coup nous faisait l'alerting de lui-même. Il allait poler le truc et il faisait l'alerting. Ça n'a pas pris de temps à faire et c'était vachement pratique. C'est le genre de cas d'usage, vraiment c'est crème. Et comme c'est des technos qu'on faisait au quotidien, bah, pas d'apprentissage pratiquement. Donc, vraiment c'est une bonne techno, ça change des extensions d'avant. Et j'ai oublié, pour mon client actuel, on a un formulaire qu'on est tout le temps en train de remplir, un formulaire de credential, etc. Une petite WebEx, et puis hop, je clique sur le bouton, ça remplit tout, etc. Donc il y a des petites subtilités pour interagir avec les frameworks type Vue, etc. Parce qu'on tape dans le DOM, et il y en a certains sans Virtual DOM, etc. Donc il y a des petites glues à faire, mais une fois que le mal est passé, après c'est bon, et on gagne un temps fou. Vraiment, pour pré-remplir des formulaires, c'est vraiment, je trouve que c'est un bon outil, par exemple. Bon, Ouais, voilà, c'est fini. et du coup c'est fini pour nous. Est-ce que vous avez des questions? On vous a mis l'URL de notre slide, on va le poster sur notre Twitter après. Il y aura nos handles qui apparaîtront juste après. Donc dedans, il y a toute la démo et le slide avec tous les callbacks que j'ai mis. Pardon, les API de communication. J'ai fait un truc qui n'a aucun sens, mais qui permet de voir comment tout ça s'utilise. Hop, on a un bras qui s'est levé là. Oui, Oui, alors, alors, est-ce que c'est compatible Edge aussi? oui, Alors, oui, du coup, Mm. l'ancien Edge du coup n'aura pas les WebEx, Oui. évidemment. Par contre, faut se rappeler que l'ancien Edge du coup n'est plus supporté et va mourir dans pas longtemps. Mais Edge Chromium, du coup, nos problèmes. Justement, on avait fait le test avec mes anciens collègues et ça marchait sans problème. Bah, Vas-y. Attends, vas-y. C'est qu'il a une deuxième question après sa question. Bon, vas-y. Comme ça. Non, non. Oui.
Alors, Ah oui, il répète la question. Oui, alors, Ouais. le coup des scripts Python, on a un script Python utilisé pour le native messaging pour démarrer la partie native. Du coup, la question c'était est-ce qu'il faut l'avoir installé sur la machine? Oui, du coup, il faut l'avoir installé sur la machine. Après, on estime que c'est pas vraiment un problème. Là, on l'a fait en Python, mais on pourrait le faire en BAT, en un Bash. shell ou... Voilà, Ouais. on a vu un exemple qui était fait en PowerShell, Oui, ça marchait. PowerShell. Donc c'est Et y a vraiment pas de en problème. fait, c'est juste pour... après, on prend ta question. Juste pour... en fait, ça reboucle avec la partie, tu sais, déploiement, avec la GPO, etc. Donc, en fait, quand on est là, on cible vraiment... Moi, je pense, la conviction, c'est que le native messaging, c'est ciblé quand tu fais de l'infogestion. Donc, quand tu bosses pour un client, pour un besoin précis, et par une GPO ou des scripts au démarrage de la session, bah, tu copies l'échelle, tu copies les trucs, et ça roule tout seul, en fait. Donc, en fait, c'est plutôt ça. Voilà. Et du coup, Merci. Bah, ouais, alors là, la oui, question, du coup, la c'est question. il faut que l'application native, du coup, si on fait plusieurs OS, ça soit compatible. Donc, effectivement, oui. Là, pour le coup, il y a peut-être. Bah, si, Python. Oui. Vous pouvez avoir du Windows sur le D'ailleurs, Python et votre script Python, c'est le même aussi. oui. Donc, en d'ailleurs, fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré, ouais. mais en fait, on a fait. Il y a du tooling pour automatiser le. En fait, pour l'installation du native, on l'a skippé parce qu'en fait, c'est pas le truc le plus intéressant du monde à montrer. Mais en fait, on a fait un script nous qui fait l'installation du fichier dans le bon dossier. Et là, typiquement, Bon, je l'ai un peu pompé de. oui, ouais, s'en fout. Je le dis. On fait tout le temps ça de toute façon. En si- fait, on a l'installation explicite en fonction de l'utilisateur, de la target, tout ça. Si Donc, tu ouvres si tu ouvres le manifeste de la web app, oui, bah, tiens, bah ici, bah, par exemple, là, le host passe là, c'est-à-dire c'est à quel endroit est le script Python. Effectivement, un utilisateur sur Windows, ça va être ces deux points, etc. Et Linux, ça va être Voilà, c'est slash. Voilà. Donc là, ça, moi, pareil, pour moi, ça, c'est du tooling à mettre en place une fois sur votre projet. Si vraiment vous voulez cibler toutes les plateformes de la Terre, on fait un petit tooling projet, la CI le fait, et après, une fois que c'est fait, c'est bon. c'est vraiment pas un gros problème. Non. C'est-à-dire que ça, sans déconner, là on l'a fait entre Mac et Linux qui n'avaient pas du tout les mêmes passes, Ouais. etc. Ça nous a pris 20 minutes à tout casser, le temps de comprendre où étaient les passes. Donc si on devait le faire en PowerShell ou en BAT, on s'est tâté à le faire en plus. Mais Là, j'ai Au passé le final- plus de temps, c'est essayer de virer Python 2 sur mon Mac pour mettre Oui. Python 3. oui, il y a une Et j'ai histoire. pas réussi, mais bon. Du coup, Mais bon, j'ai ça, pas c'est un voulu autre péter la machine, donc c'est comme ça. C'est un autre problème. Du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui. Alors, la question c'est qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de malveillant d'exécuter des mauvaises choses sur le poste? Bah là, pour le coup, si on veut tu parles pour le native messaging ou pour des web... Bah, déjà, pour la première chose, c'est comment tu fais pour... Il faut pouvoir déployer le Python sur la machine. Oui. Alors ça c'est le Donc truc en qu'on a- fait, c'est ça le truc. Ouais, attends, ça c'est le truc qu'on n'a pas détaillé. Oui. En fait, la partie native messaging, typiquement le pourquoi le. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais attends, pourquoi on a peu de cas Vas-y. quand même de native messaging? C'est parce qu'il faut que ce soit installé Ouais. sur le browser avant de démarrer l'extension. Ouais. Du coup, Donc, en fait, c'est que tu as un en fait, c'est comme si tu faisais une deuxième WebExt que tu installais explicitement sur la machine, mais tu peux pas l'installer via le store. Typiquement, Oui, c'est ouais. comme une WebExt que tu n'aurais pas le droit de mettre sur le Chrome Web Store. Le store permet juste d'installer l'extension, les content scripts, le background script, etc. Mais pour la partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il te faut que tu sois chez un client où tu maîtrises le parc pour pouvoir déployer le script sur la machine. Donc en fait, Forcément très c'est clair impossible de... Comment? On n'était pas forcément très clair là-dessus. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est un truc qu'on a installé explicitement. Ouais. Et là, tu vois, là par exemple, là, on a deux manifestes pareils, parce qu'il y a une petite différence entre Chrome et Firefox. Chrome t'impose de donner l'ID de l'extension qui a le droit d'appeler le native messaging. Donc c'est vraiment explicite. Et sur Firefox, il faut que tu donnes l'adresse mail de l'extension qui va t'appeler, qui a été spécifiée. C'est pour ça qu'il y avait une petite C'est section le gecko spécifique, la clé gecko qu'on a mis dans le manifeste de l'extension. Donc non, oui, c'est vrai que c'est pas forcément explicite, mais non, c'est pas open bar. Hein. Et je pense que si tu y arrives à déposer un Python sur la machine, il y a un problème avant le Python. Voilà. Il y avait une autre question, je crois, derrière. Ah, c'est Ah, la même. bah, c'est Ok. parfait. Bah, s'il n'y a pas d'autres. Je sais pas. Oui. Alors, la question c'est est-ce qu'il y a des extensions sur le là. Safari pour iOS? C'est ça la question? Alors les points d'interrogation sur la doc, ça veut dire qu'il n'y a savent pas. personne qui a pu donner explicitement si c'était possible de le faire. Donc, Et comme on n'a pas d'iPhone. on a un iPhone ni un ni autre, donc du Ouais. coup, on n'a pas testé. Mais il me semble. Bah, si, j'ai un slide où je dis qu'on peut avoir des extensions sur le. Oui, parce qu'on a trouvé qu'on pouvait les avoir sur Safari mobile. Sur Safari mobile, j'ai vu qu'on pouvait installer des extensions. Ah. Mais apparemment, ils n'ont pas l'air dans la doc de pouvoir exprimer à j'ai coup perdu. sûr que c'est telle version Oui. de Safari Ah. sur iOS. Voilà. La doc est assez récente quand même.
Et C'est après. C'est la ça, compatibilité. ça arrive de temps en temps qu'il y ait des petites parties qui sont incomplètes, même si c'est quand même un peu la marge. C'est trop loin, je pense, non? Non, Là, voilà. La compatibilité. elle est où? Non, c'est après. La compatibilité dans tout ça. Et à la fin, t'as. Attends. Ah oui, là. Ah oui. C'est pas moi Et qui ai sur fait les mobile. slides. Oui. Non, je rigole. C'est toi qui as fait le Donc slide. là, ouais, ici. C'était vraiment le slide mobile ici, là. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas testé personnellement parce que j'ai pas d'iPhone. C'était un peu. On aurait pété le budget de la conf si on achetait un iPhone. Mais non, j'ai juste vu qu'on pouvait le faire. Il y a un Chrome. Voilà. c'était On pas peut, par- il y a un en fait, store. on sait qu'on peut mettre des extensions. Par contre, il n'y a personne qui a pris le temps de référencer sur le site de Mozilla la liste de toutes les API qui sont compatibles. Mais C'est une question le de référencement qu'on a vu, c'est un repo GitHub. Donc n'importe qui peut contribuer et dire ah bah moi j'ai testé ça et je sais que ça marche dans cette version-là. On a 30 secondes s'il y a encore une question. Sinon, on sera là après. Non. Non. On me fait signe que non. Bon, Merci. merci. On vous remet nos handles. Si vous voulez prendre une photo en 2-2.